qui prévoit de durer 1h30 jusqu'à 12h30 sur le thème renouvellement des pratiques et numérique. Alors numérique entendu ici par quels usages, quels outils, quelles méthodes, quel contenu, quelles ressources. Donc c'est une acception large du terme numérique. Alors pour ça, on a une table ronde que j'animerai avec 5 participants, en ayant tenté de respecter la parité comme il se doit. Donc 3 dames et 2 messieurs intervenant sur la table ronde. Moi je suis normalement que modérateur, donc je n'interviendrai pas plus que pour la modération. On a prévu de faire une table ronde également qui donnera la parole à la salle à l'issue de 4 thèmes qu'on va aborder, qui seront pour nous moyens de prendre un peu la question par 4 angles différents, mais on verra que ça se recoupe de façon importante. Et puis on aura donc à la fin de cette table ronde un petit moment de synthèse qui sera assuré par le chercheur de la table ronde, Jean-François. Donc je vais laisser chacun se présenter rapidement, dire d'où il parle, pour que vous puissiez identifier. On a essayé d'avoir de la recherche et du sup, du scolaire, du second degré, du primaire. On a essayé d'avoir des formateurs, on a essayé d'avoir des DAN, des chefs d'établissement. Donc vous voyez, on a réussi à rassembler cette diversité. Et l'objectif pour nous, c'est à la fois d'apporter des éléments assez concrets, des exemples très concrets qui illustrent cette idée du renouvellement de pratiques pédagogiques, mais également d'apporter un peu de recul, le recul que peuvent et doivent avoir des chercheurs, des formateurs ou des cadres dans l'exercice de leur pratique. Voilà, donc on va peut-être partir de Jean-François, puisque j'ai déjà cité son nom, et puis chacun ensuite se présentera rapidement, et puis ensuite j'aborderai chacun des 4 thèmes. Merci, donc Jean-François Cerisier, je suis directeur du laboratoire Techné pour technologie numérique pour l'éducation. C'est un laboratoire de l'université de Poitiers, c'est un laboratoire de Poitiers capitale de l'éducation qui a un stand sous la halle sur lequel vous êtes bien sûr tous invités. Bonjour, je m'appelle Marie Soulier, je suis professeure de français dans l'Académie de Bordeaux et je suis aussi formatrice chargée de mission à la DAN de Bordeaux. Et je pratique la classe inversée depuis, je fais partie des vétérans, 7-8 ans, je crois. Bonjour, je suis Nathalie Bécoulet, je suis déléguée académique au numérique éducatif, donc DAN. On est à la fois le relais de la politique nationale et académique, des acteurs de terrain académique et le lien aussi avec la recherche. Et je suis également inspectrice premier degré, en tout cas issue de ce corps-là, donc avec un attachement tout particulier pour le premier degré. Bonjour, Anne Keller, principale d'un établissement en Alsace, le collège Olympe de Gouges. Et depuis septembre 2016, nous avons mis en place un projet BIOD. Bonjour, je suis François Jourde, je suis enseignant de philosophie dans le secondaire. Je suis en poste à Bruxelles depuis de nombreuses années, en secondaire. Et dans 2 semaines, je vais faire une rentrée sans élèves parce que je change de fonction pour aller occuper une mission de coordination du numérique éducatif dans le réseau d'écoles dans lequel je travaille. Merci. Donc moi, François Boquet, je travaille à la direction du numérique pour l'éducation, qui est un médiateur de projet numérique, et je suis en charge de la veille et de la prospective dans cette organisation. Alors, ce que je vous propose, parce qu'on voit bien que le sujet du renouvellement des pratiques pédagogiques et du numérique est très large, on a donc choisi 4 angles. Alors, ce n'est pas une succession d'interventions formelles qu'on va avoir. L'idée est de proposer chacun de ces angles d'attaque, ces ficelles à tirer dans la pelote, pour essayer un peu de voir l'ensemble des questions qui sont posées. Donc, à l'issue, on a choisi d'en tirer 4. À l'issue de chacun des fils, après que les intervenants aient pu s'exprimer, on passera la parole à la salle pour qu'on puisse échanger un petit peu sur la question. Donc 4 sujets, on a
grand maximum 25 minutes par sujet, donc une quinzaine de minutes d'échange à l'intérieur de la table ronde, et puis une dizaine de minutes maximum d'échange avec la salle en fonction des questions ou des témoignages que vous voudrez bien apporter. Alors, le premier fil qu'on a choisi de tirer, c'est celui de la mise en action, de la mise en projet, de la mise en interaction des élèves, avec en particulier les apports de ce qu'on appelle aujourd'hui les classes inversées, et bien évidemment des apports de tous les outils et services numériques qui peuvent être utilisés dans ce cadre-là. Donc, une des personnes va démarrer, je ne sais pas qui. C'est moi. Alors, mise en pratique des élèves, évidemment, c'est une porte d'entrée qui m'intéresse particulièrement, puisque, comme je vous l'ai dit en introduction, je pratique la classe inversée depuis plusieurs années. Et pour faire le lien avec l'outil numérique, je dois être honnête avec vous, ce changement de pratique n'a pas été dicté chez moi par les outils numériques que j'ai mis au premier plan. En fait, au départ, je les ai carrément mis dans le grenier. Et ce que je voulais faire, en fait, c'était vraiment, après avoir fait une analyse et avoir eu surtout la volonté d'analyser et pratiquer cette analyse de ma propre posture, j'ai eu envie de changer. Je crois qu'on ne peut changer que quand on a fait l'analyse de sa posture, qu'on s'est posé à un moment donné dans sa carrière. Et on ne change que lorsque, suite à cette analyse, on constate qu'il y a pas mal de points à reprendre. Et donc, c'est le point de départ, en fait, de ce renouvellement de ma pratique. Ensuite, évidemment, le changement de posture s'est fait progressivement et les outils numériques, évidemment, sont venus m'aider, vraiment me faciliter la tâche au quotidien. Alors, quelle place prennent ces outils ? Alors, quand je parle d'outils, c'est au sens large, ce sont des applications, mais aussi des ressources en ligne. Quelle place prennent-ils dans ma classe inversée ? Je dirais que d'abord, ce sont des outils qui permettent le partage. Le partage, l'échange de documents. Dans la classe inversée, on met à disposition des ressources externes afin que les élèves puissent construire et arrivent à construire la notion que l'on vise. Donc ces ressources sont évidemment partagées par le biais de Padlet ou de murs collaboratifs. Et ensuite, dans l'autre sens, les outils numériques actuels me permettent également rapidement de récupérer, de classer, d'individualiser les productions. En classe inversée, on parle de chefs-d'œuvre. Donc, récupérer les chefs-d'œuvre au cours de l'heure de la classe inversée. Ensuite, les outils me permettent également de travailler sur la mise en activité propre de la classe inversée, parce qu'on parle beaucoup de la capsule, mais ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, ce qui est important et ce qui se joue en classe au quotidien. Donc, on va utiliser pour mettre en activité les enfants, si on choisit de travailler en collaboration, en coopération, ou même sous forme de plan de travail individualisé, on va choisir des outils adaptés. Alors, évidemment, les outils de collaboration. J'utilise aussi des outils d'annotation de documents, puisqu'on est plus dans l'analyse de textes littéraires ou de documents iconographiques. Et également, on le verra, des outils d'évaluation qui sont aussi très très importants. Les outils me permettent aussi de pratiquer de la différenciation. Ça aussi, c'est important en classe inversée, notamment en mettant en place des chemins personnalisés, des fameux plans de travail avec des QR codes qui sont scannables. Et également, les outils facilitent, je veux dire, du coup, l'implication des élèves dans les productions. Je vais parler évidemment des productions, notamment au niveau de l'écrit. Si l'écriture se fait de manière numérique, j'aime bien travailler en mettant en avant des modèles que les élèves vont pouvoir consulter. Du coup, avec ces outils, on va pouvoir, l'élève va mieux se rendre compte de ce que l'enseignant attend de lui. Et là, pour ça, j'utilise ce que l'on appelle, et j'aurai l'occasion de le développer quand on parlera de l'évaluation, des Bump It Up Wall. Alors, désolée pour mon anglais qui est un peu acrobatique, mais qui permettent, je l'expliquerai de manière plus détaillée, mais qui permettent en fait
grâce à ces outils-là, de visualiser à la fois le point de départ, le point final et les étapes intermédiaires, travailler sur les écritures intermédiaires. Et enfin, bien sûr, ces outils, pour conclure, permettent aussi, bien sûr, lorsqu'on est équipé, de stocker facilement, de classer, de pouvoir récupérer assez rapidement une production qui a été faite précédemment. Donc voilà, en gros, ce sont des outils qui facilitent la classe inversée, c'est certain, mais je précise qu'il existe pas mal d'exemples de collègues qui se lancent dans la classe inversée au départ sans outils numériques. Donc les outils numériques ne sont pas là pour le coup toujours liés au changement de posture. Ce changement de posture, c'est d'abord une volonté profonde qui vient des entrailles et qui nous pousse à se dire qu'on peut faire mieux. Voilà. Je peux reprendre parce que bien évidemment. pour l'expérience de classe, j'ai envie de cocher tout ce que tu as dit, je retrouve dans mes pratiques. Et je rajoute plein de choses à rajouter une autre. Le travail sur les voilà un type d'activité qu'on pourrait tout de même très difficilement faire sans le numérique. On n'a pas le suivi si fin, si granulaire et collaboratif des étapes de travail. Et donc avec l'idée de l'œuvre continuée, de l'écriture continuée, itérative, le processus itératif. Donc ça vraiment le numérique. Parce que sans ça, moi je vois mes élèves 2 fois la semaine, 2 fois 45 minutes. Ça peut prendre des semaines alors s'il faut faire le va-et-vient des documents. Donc ça c'est très important. Et puis une chose aussi qui a été assez importante dans mon expérience, c'est la possibilité contrôlée d'anonymat pour la prise de parole. Parce que la question de la prise de parole en classe, de l'activité en classe est une question compliquée, c'est toujours les mêmes qui prennent la parole, etc. Et on a des dispositifs, alors ce que je vais dire pourrait s'imaginer en dispositif non numérique, mais ça serait quand même une complication. Le numérique simplifie beaucoup des dispositifs où on peut faciliter la prise de parole de chacun et la modalité de l'anonymat libère beaucoup et permet, alors ça peut être anonyme vis-à-vis de la classe mais identifiable du point de vue du prof pour l'enseignant qui sait qui a pris la parole mais la classe ne sait pas forcément qui a pris la parole. Même le fait de projeter un document écrit à la machine, à l'ordinateur, on ne va pas reconnaître l'écriture manuscrite d'un élève et donc du coup à ce moment-là on peut vraiment beaucoup mieux se concentrer sur l'idée, la critique de l'idée, la critique de la production et non pas de la personne. Et moi je trouve que ça, je ne suis jamais rugueux dans mes critiques mais bon ça permet d'être plus franc parfois et alors évidemment l'anonymat a des effets secondaires dangereux. Moi j'utilise par exemple des systèmes de vote ou de captation de réponses en classe. Selon les classes, on peut avoir des surprises. Alors, je préfère donc l'outil où j'ai un élément de modération avant de publier. Mais en même temps, c'est l'occasion d'apprendre, et puis moi, à vos élèves, de leur enseigner le mythe de l'anneau de Gigès. Avec ce Gigès, c'était ce jeune pâtre si bon, si doux, dont tout le monde appréciait la morale. Et lorsqu'il découvre l'anneau d'invisibilité, il bascule dans la pire des crapuleries. Parce que l'invisibilité, évidemment, autorise l'impunité. C'est pas ce que Platon pense, mais c'est ce que Platon, le récit qu'un de ses protagonistes raconte. Donc c'est l'occasion de faire de l'éducation aussi à la prise de parole dans les réseaux sociaux, etc. Mais j'aime beaucoup, moi aussi, ces modalités donc de pouvoir gommer l'identité de... Enfin, parfois, il est très important de savoir qui a écrit pour valoriser le chef-d'œuvre. Mais des fois, il y a des séquences de cours que le numérique permet vraiment ça. Voici. Nathalie ? Oui, au niveau de l'activité, de la mise en activité des élèves, donc c'est vrai que pour accompagner cela au niveau académique, ce que ça nous a fait nous modifier, c'est par exemple une cartographie des enseignants dans un dispositif qui s'appelle Viens voir ma classe chez nous à Besançon, dans l'académie de Besançon, où les enseignants qui ont mis en place ce type d'activité d'une manière volontaire autorisent, enfin en tout cas se proposent pour être un lien avec d'autres enseignants pour rentrer dans leur classe, alors soit par un coup de fil, soit par
par une mise à disposition de leurs ressources, soit vraiment in situ dans la classe avec donc des ordres de mission pour permettre ces déplacements entre premier et second degré et à l'intérieur du second degré. Donc on peut cartographier selon quelques entrées pour pouvoir rentrer dans ces pratiques différentes de mise en activité des élèves. De la sorte, ça bouscule aussi finalement nos missions, en tout cas les manières dont on les accomplit, puisque moi je me sens plutôt personnel d'encadrement, mais plutôt personnel d'accompagnement, parce que là il y a vraiment un besoin d'accompagner, de rendre visibles ces pratiques qui se construisent, qui se renouvellent. On a également besoin de la recherche, donc on travaille de plus en plus, non pas dans deux cultures différentes, mais avec un adossement à la recherche, parce que ce que tu disais, Marie, tout à l'heure, d'avoir ce besoin d'un petit peu d'introspection, de voir comment on va et comment on accompagne nos élèves dans ces dispositifs-là, me semble aussi très important. Donc on parlait renouvellement de pratiques. Quelle pratique? André Tricot le disait très bien, il faut cibler, c'est pas numérique en général, on tombe pas dans la potion magique, c'est quand on change quelque chose dans l'équilibre d'un système, voir comment ça impacte, avec quelle méthodologie, quels indicateurs, nous aide par rapport à ça, l'ESP, mais également d'autres secteurs. Je vois pour nos modifications d'espace, les beaux-arts peuvent rentrer en ligne de compte, etc. Puis un deuxième point, peut-être sur ces modifications de pratique, comme il y a une analyse des ressources qui sont mises à disposition des enseignants au niveau de la DAN, avec des ressources qui peuvent être partagées avec les élèves. Au niveau de la DAN, on a un studio de captation vidéo, radio, de web TV, etc. Et donc, en fait, nous-mêmes n'avions pas eu d'idée, mais on a été interpellés par une élève qui nous a demandé à pouvoir bénéficier de cet espace de production. Et donc là, en fait, ce sont les élèves qui ont embarqué leurs profs dans le studio de captation parce qu'ils avaient un projet en français à faire. L'enseignante était une professeure des écoles stagiaires. Et finalement, on était en appui de cette classe-là. Et en fait, ça fait un petit peu école. Et du coup, là aussi, on voit des modifications où on travaille d'autres compétences. En tout cas, la professeure est venue en appui, comme nous étions en appui, avec une guidance, parce qu'il y avait un travail sur l'oral, par exemple, pour la captation, s'entendre, commencer. Donc là, on était aussi dans des compétences disciplinaires, avec un objet en français de travail où il devait y avoir un rendu. Et finalement, ce sont d'autres compétences qui ont été travaillées. Donc là, c'est des mises en activité des élèves dont je n'avais pas forcément connaissance avant. Et du coup, là, le numérique a permis aussi d'autres manières de faire qui a servi à l'ensemble d'un projet de classe qui a été présenté en journée, aux journées portes ouvertes. Donc en fait, cette classe-là a permis aux parents de voir aussi un lien parent-école qui n'avait pas été possible de cette manière-là préalablement, par exemple. Merci. Peut-être, Anne, on va continuer avec le sujet suivant, puisque là, on a parlé donc de mise en activité, mise en interactivité, mise en projet des élèves, en mettant un peu l'accent sur les classes inversées, les différents types de classes inversées. On sait, et on l'a entendu dans la voix du ministre avant-hier, que la question de renouvellement de pratique avec d'autres identités, en particulier avec les propres équipements des élèves, commence à présenter un intérêt qui attire l'attention de l'institution. Et donc, moi, ce que j'aimerais voir dans le second point qu'on aborde, et puis on fera l'échange avec la salle, puisque là, ça s'enchaîne directement, on fera l'échange après le second point, mobiliser les cultures, les habiletés, les compétences des élèves hors pratique académique. Est-ce que ça permet, en particulier avec leur propre équipement, d'imaginer de nouvelles pratiques ou un renouvellement de pratiques pédagogiques? Alors Anne a une expérience tout à fait intéressante en tant que chef d'établissement, qui sans doute accompagne autant que... donc qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors je pense qu'il faut que je resitue le projet BIOD dans le contexte de l'établissement. Et le premier préambule qui pour moi est absolument incontournable, c'est de bien préciser que pour nous, la démarche éducative et la dimension de l'esprit critique d'accompagner les élèves dans cette démarche-là sont primordiales, et également d'établir avec les élèves sur le plan éducatif une relation de confiance.
Donc le numérique n'est pas une fin, mais juste un moyen parmi d'autres. Dans le contexte de l'établissement, nous avons choisi avec l'équipe pédagogique de supprimer les manuels scolaires. Il n'y a ni manuel numérique, ni manuel papier. Ce qui ne signifie pas que selon les besoins, les enseignants ne prennent pas d'anciens manuels ou d'anciens supports. Il y a une espèce de mélange de tout ce qui peut être trouvé. Le choix a été fait que chaque professeur soit créateur de son propre cours. Et c'est pour cette raison que le papier et le crayon ont encore quelques belles heures devant eux, puisque l'élève continue à garder une trace écrite dans son cahier et les outils numériques sont convoqués sur d'autres aspects. Ensuite, une autre chose très importante à laquelle nous avons été confrontés, c'est toute la problématique autour des droits, autour du respect de la protection individuelle. Et là, un accompagnement a été fait par l'équipe de la DAN de Strasbourg auprès de la professeure documentaliste qui, entre guillemets, éduque autant les enseignants que les élèves. Parce que même nous avons tous de mauvaises pratiques dans l'usage des outils numériques. Donc ça, c'était pour poser un petit peu le décor. Pour ce qui est du matériel, c'est une question qui est souvent posée, mais comment vous faites, puisque le parc, évidemment, des élèves est très divers et varié. Donc nous avons fait le choix de dire aux élèves qu'ils étaient responsables de leur matériel, que c'était à leur charge de savoir comment leur smartphone fonctionnait. Et par contre, on leur propose au sein de l'établissement des professeurs ressources qui utilisent plutôt certains matériels que d'autres. Je n'ai pas cité de marque particulière. Et si jamais les professeurs ressources au sein de l'établissement n'apportent pas la réponse à l'élève, il y a un deuxième niveau auprès des informaticiens qui nous accompagnent et qui sont des personnes de la collectivité. Une fois que ce décor est mis en place, au niveau des pratiques, je vais dans un premier temps essayer de balayer un peu ce que moi, en tant que chef d'établissement, je lis dans le changement des pratiques des enseignants, et ensuite je vous donnerai quelques exemples concrets. Donc, comme je l'ai dit auparavant, les professeurs sont créateurs de leurs cours et ils utilisent le papier et le crayon et également la plateforme Moodle qui permet une mise en ligne des cours et qui permet également aux parents d'avoir un retour sur ce qui s'est passé en classe, chose que les parents trouvent très confortable. Ensuite, l'idée est de ne pas enfermer un élève derrière un terminal, mais de plutôt développer toutes les dimensions de travail collaboratif. Donc, pour ce faire, les enseignants développent un certain nombre de stratégies qui leur sont propres, soit du travail en îlot, soit du travail en dehors de la classe en permanence, soit en accompagnement, en co-enseignement avec la documentaliste. Les stratégies sont nombreuses et variées. Internet est pour nous le central dans la mesure où on doit pouvoir le convoquer à l'instant où le professeur en a besoin dans la classe. Nous avons pour la plupart été enseignants, nous savons que lorsque nous préparons un cours, souvent les élèves nous emmènent ailleurs et qu'on n'a pas forcément anticipé que peut-être à un moment il faut effectivement faire des recherches ou chercher confirmation de quelque chose sur le web et toujours réserver la salle informatique est un souci. Donc, c'est pour cette raison-là que Internet est convoqué en fonction des demandes des enseignants à l'instant T. C'est toujours l'enseignant qui demande à l'élève de sortir son appareil. L'élève n'arrive pas en classe et pose son smartphone d'autorité sur la table. Donc la salle informatique a encore quelques belles heures devant elle, malgré ce qu'on pourrait croire, puisque parfois, quand les enseignants font des travaux avec les outils numériques, ça reste quand même ce média-là qui est privilégié. Les enseignants apprécient beaucoup l'utilisation des smartphones parce que ça leur permet de mettre en place de la pédagogie différenciée au sein de la classe. Et
pour moi, le point d'orgue de modification observée, c'est le changement de la position du prof au sein de la classe. On est réellement passé d'un face-à-face au côté à côté, et j'ai de plus en plus d'enseignants qui demandent à travailler en îlot, mais qui demandent aussi d'avoir du matériel dans les salles de classe qui leur permettent de moduler leur espace en fonction des projets qu'ils ont. De manière très concrète, comment ça se passe pour les élèves? Les élèves utilisent l'appareil photo parce que quand ils n'ont pas le temps de copier quelque chose ou qu'ils veulent faire un schéma d'une expérience, ils prennent la photo, ce qui leur permet de faire une retranscription dans leur cahier. Ils l'utilisent pour faire des recherches. Ils utilisent la vidéo. Par exemple, un collègue de mathématiques a demandé aux élèves de s'enregistrer sur une leçon et de lui expliquer la leçon par vidéo en travail collaboratif. Et ils utilisent également souvent le dictionnaire. Au niveau des outils qui sont plus spécifiques au smartphone, le choix est fait de demander aux élèves de charger sur leur appareil que des outils gratuits. Donc nous utilisons beaucoup la calculatrice. Les profs de maths revivent parce que les élèves n'oublient plus la calculatrice à la maison. J'ai oublié de dire qu'évidemment, le smartphone, les élèves préfèrent le smartphone à la tablette parce que la tablette, il faut la mettre dans le sac comme un cahier, alors que le smartphone, c'est leur vie, ils ne l'oublient jamais. Les enseignants utilisent également le tableur, des cartes heuristiques, des outils de vote, le QR code et également beaucoup de Padlet pour des travaux collaboratifs. Et enfin, il y a également un autre niveau d'utilisation de ces objets, c'est au niveau des projets. Et les enseignants font des projets assez sur plusieurs semaines, notamment un projet que je pourrais vous expliciter sur des interviews de Maupassant, sur des romans photos, sur des expositions interactives. Un projet Twicté a également été fait avec des élèves de 6e et des élèves de 3e ont créé des learning apps pour accompagner leurs camarades dans leur révision pour le DNB. Donc c'est voilà, un petit peu le panel de tout ce que nous utilisons aujourd'hui. Demain, on a encore plein d'autres idées. Merci. Il y a beaucoup d'informations qui sont données. Est-ce que on proposera aux blogueurs des liens qui seront mis à disposition, comme ça vous pourrez revenir dessus et retrouver éventuellement des sources. Donc là on était au collège, on a parlé avec apporter vos équipements connectés ou BYOD en anglais, mais peut-être qu'on peut avoir aussi une illustration au lycée où là c'est pas des téléphones mobiles ou des ordiphones qui sont utilisés, mais plutôt des ordinateurs portables, si ma mémoire est bonne. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments là-dessus, Jean-François ? Merci. Alors, ce dont il est question là, c'est d'une recherche que nous avons conduite à Poitiers à la demande de la région Nouvelle-Aquitaine pour l'accompagnement d'un lycée pendant 3 ans. Nous avons eu l'occasion de présenter tout partie de ces travaux au fur et à mesure des 3 années de l'étude ici à l'Udovia chaque année. Donc ce lycée pilote, le LP2I, lycée pilote innovant international, en fait, qui est un lycée extraordinaire, mais qui est surtout un lycée totalement comme n'importe quel des autres. En tout cas, pour beaucoup des questions qui s'y posent. Et dans ce lycée, depuis plusieurs années, dans le cadre d'un projet porté par la région, tous les lycéens sont équipés d'une tablette, et maintenant cet équipement de tablette a évolué, enfin les choix ont évolué vers un équipement des élèves en ordinateur portable compte tenu des fonctionnalités comparées de la tablette et de l'ordinateur portable. Alors c'est assez intéressant de plusieurs façons. Je vais être assez rapide, il y a 2 points là que j'ai choisis parmi d'autres à la sollicitation de François. Le premier, c'est justement cette question des équipements. Parce que quand on parle de biode, alors d'abord on pourrait définir, il y a plusieurs façons de définir le biode. Donc on entend les définitions derrière les présentations. Moi, la définition que je retiens, c'est que comme dans l'entreprise, le biode, c'est lorsque un employé utilise pour son exercice professionnel un équipement qu'il a acquis lui-même et dont il est propriétaire. Donc lorsqu'une collectivité équipe systématiquement les élèves directement en mettant à leur disposition un smartphone
smartphone ou une tablette ou un ordinateur portable, à mes yeux, il ne s'agit pas du biode, ou en tout cas pas du même biode, et ça a évidemment beaucoup d'incidence sur la façon dont l'élève se représente et utilise cet équipement. Quand c'est vraiment le sien, quand c'est lui qui l'a demandé à ses parents, ou enfin bon, on peut imaginer toutes sortes de scénarios, en tout cas quand c'est le sien, il en est le propriétaire, il a le sentiment de l'être, et il est d'abord consacré à ses usages personnels. Évidemment, c'est pas du tout la même situation que lorsqu'on procède à un équipement systématique, comme par exemple c'est le cas en collège, là, tu me sollicites pour le lycée, mais en collège, dans les plans d'équipement qui sont consécutifs à la mise en place de la politique du ministère. Je n'ai ça n'a aucune incidence sur l'intérêt d'une solution plutôt qu'une autre, hein. C'est juste très 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 différent. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire sur l'équipement. Et donc dans ce lycée, on est passé d'une situation où la collectivité mettait à disposition des élèves une tablette à une solution que je trouve très intéressante, d'une collectivité qui aide les familles à faire l'acquisition d'équipements pour les élèves avec un cahier de charges fonctionnel et non pas avec un choix a priori de l'équipement précis du modèle qui devrait être acheté et mis à disposition des élèves. Ce qui change tout sur le comportement des élèves, qu'il s'agisse du aspect le plus matériel de la machine dont ils disposent, jusqu'aux usages qu'ils en font et à ce qu'ils s'autorisent de faire ici et là. Donc ça, c'est le premier élément. Et parmi beaucoup d'autres éléments que nous avons mis en évidence dans cette étude à ce sujet, il y a un autre élément qui me semble important et d'actualité, et qui concerne l'autorisation ou l'interdiction de l'utilisation de ces équipements par les élèves à l'intérieur de l'établissement scolaire, qu'il s'agisse de la classe, des couloirs ou de tout autre espace de l'établissement. Et ce que nous avons montré, bon, c'est un résultat peut-être à consolider, puisque nous n'avons fait l'opération qu'une seule fois avec donc un public particulier, c'est que nous avons cherché nous avons mesuré l'activité numérique des élèves pendant le temps de classe en fonction du comportement de l'enseignant, plutôt du choix de l'enseignant et de ses prescriptions d'utilisation ou pas. Entre ceux qui interdisent systématiquement l'utilisation des équipements personnels des élèves, en disant dans mon cours et avec moi, vous rangez votre équipement au fond de votre sac où vous voulez. De l'autre côté, dans un continuum qui disent vous faites absolument ce que vous voulez quand vous voulez. Et puis, quelque part entre les deux, un curseur qui peut varier avec les enseignants qui ont une véritable démarche régulatrice des usages, concertée ou pas avec les élèves et voire avec leurs parents, et qui donne un cadre, qui fournissent un cadre d'usage à leurs élèves. Et ce qu'on a juste observé, mesuré, c'est dans les trois situations. Alors on a fait ça en collectant automatiquement les traces de l'activité des élèves, en installant des sondes sur leurs équipements et en corrélant ça avec les données des agendas pour savoir où était-il et avec quel prof se trouvait-il au moment où nous collections les traces. Ce que nous avons mis en évidence, c'est que dans toutes les situations, les élèves utilisent beaucoup leur équipement personnel. Ça, je pense que c'est pas une surprise, mais enfin c'est confirmé par la mesure objective que les élèves utilisent un petit peu moins leurs équipements quand on leur interdit de le faire, un petit peu, que la diversité des usages est grande lorsqu'on interdit tout ou lorsqu'on autorise tout, et que la régulation a un véritable effet régulateur, c'est-à-dire donne véritablement un cadre d'usage aux équipements numériques, et lorsque l'enseignant dispose ou construit ce cadre régulateur, eh bien, les usages des élèves s'alignent, pas totalement, mais s'alignent pas mal sur des perspectives qui, elles, sont d'apprentissage et pédagogique. Juste peut-être pour effectivement témoigner, puisque nous allons régulièrement dans les classes, et moi ce que tu nommes des usages régulés, moi j'appelle ça le biode naturel, donc pas de grand plan de biode avec de l'accompagnement spécifique d'établissement, mais quelque chose qui finalement a évolué, puisqu'il va falloir prendre une trace écrite, y compris sur du tableau encore à la craie ou vidéo projetée et enrichie,
Et là, les choses, c'est même l'enseignant parfois qui donne encore, mais allez-y, vous pouvez y aller parce qu'ils ne se sentent pas forcément autorisés à le faire. En langue ou en français, le besoin de trouver une définition plus précise du sens d'un mot ou d'une traduction, et auquel cas ils l'utilisent, ils utilisent et ils repassent crayon papier 2 secondes après, donc une approche plus intégrative. Il y a beaucoup de renouvellement, à mon sens aussi, dans une régulation qui s'est mise en place, et là ça touche aussi un petit peu le noyau dur du métier dans les pratiques professionnelles des enseignants, où on voit où ça peut-être, il y a encore quelques... C'est intéressant aussi d'avoir des mesures objectives que vous nous apportez. Je ne sais pas si on le voyait encore comme ça, puisqu'il y avait encore peut-être de l'appréhension, alors que là, entre les deux pôles, finalement, on voit apparaître ce que je disais, le biode naturel, qui permet d'avoir une plus-value aussi au sein de la classe, à l'extérieur de la classe. Je pense aux élèves absents, où finalement, ils vont avoir un témoignage peut-être plus vrai que finalement une copie ou une photocopie de cours ou un cahier qui va se repasser. Et là, il y a une prise directe avec la classe qui est facilitée dans le cadre de ces renouvellements de pratiques. François, un petit mot et ensuite on laissera la parole à la C'est juste salle. un tout petit témoignage de terrain. J'ai tendance à autoriser, en Belgique, on est un peu plus libre par rapport à ça jusqu'à présent, moins encadré. Alors moi, alliant cette question-là au fait de tiens, on est dans une seule classe, pourquoi est-ce qu'on se réunit ensemble? Une solution qui me connaissait bien, c'est de mettre un écran pour plusieurs élèves, et lorsqu'ils sont 2 ou 3 derrière une tablette ou un smartphone, la question de que font-ils avec d'autres que l'activité scolaire ne se pose beaucoup moins, et en plus la vertu c'est qu'on les met en collaboration. Donc moi je suis très favorable à le fait qu'il y ait des moments d'usage individuel, mais j'aime beaucoup les mettre à plusieurs derrière un écran. Et juste par rapport à ça, ce que pointent les enseignants, c'est le gain de temps. Tu évoquais la salle informatique et ses beaux jours. Moi, quand ils me disent la salle informatique, 2 ordinateurs qui marchent sur 10, le temps de les lancer, de les ouvrir, etc. Alors que là, c'est avec soi tout de suite, immédiatement, sans difficulté, sans contrainte. Les enseignants Marie va nous donner une petite illustration parce que je crois que son collège est aussi un collège qui met en œuvre ce type de pratique. Oui, qui expérimente. Donc effectivement, les usages pédagogiques, on vient d'en témoigner, Anne nous l'a dit, sont pertinents, mais il reste encore beaucoup de travail. Et en ce qui concerne l'expérimentation d'un même établissement, cette expérimentation de l'utilisation des mobiles des enfants interroge beaucoup, surtout ceux qui ne sont pas dans cette expérimentation. Donc il y a un énorme travail de communication à faire, et puis aussi pas mal d'obstacles quand même pour les avoir vécu de près, pas toujours franchi, pas mal d'obstacles du point de vue technique, mais également la diversité des mobiles qui ne permettent pas toujours à l'enseignant de pouvoir interroger ou mettre en avant une production, parce que justement ces mobiles ne sont pas tous égaux. Et ça crée de temps en temps des petites frictions. Ça met un peu en avant sur la table des inégalités sociales aussi. Et ça, je crois qu'il faut aussi y penser. Anne. Alors, rapidement, je voudrais juste rajouter pour les conversations que je peux avoir avec les enseignants. Les enseignants, dans l'utilisation qu'ils font des savoirs sur Internet, expriment qu'ils ont l'impression de changer de métier d'une certaine manière et d'être beaucoup plus utiles aux élèves et beaucoup plus interpellés par les élèves, parce que quand ils trouvent des choses sur Internet, c'est à l'enseignant qui vont poser la question de la fiabilité, c'est à l'enseignant qui vont demander où est-ce qu'ils vont pouvoir être sûrs qu'il s'agit d'un contenu qui est à leur niveau, de comparer les choses, et c'est les enseignants disent que les élèves les interpellent et ils ont l'impression de retrouver une vraie place de quelqu'un qui est capable d'agréger tout ce qu'on trouve et de les remettre dans leur rôle d'expert, qui est un rôle très important. Merci. Donc,
ces deux. Vous avez vu qu'il y a vraiment des interrelations fortes entre les sujets. Est-ce que vous avez dans la salle des questions ou des compléments d'information et d'illustration à proposer? Moi, j'ai une question, c'est l'attitude pour vos établissements, l'attitude des DSI rectorats ou la réaction. Est-ce que tout le monde entend là-haut? Tiens. Non, mais je peux parler plus fort. Je me pose la question. Parle dans le micro. Je me pose juste la question par rapport à la réaction les autorisations, les demandes d'autorisation ou les réactions des DSI des rectorats par rapport à ce genre d'activité. Anne et puis Marie. Alors, dans le cadre du projet Biode à Hinwiller, nous avons participé au projet numérique lancé par M. Hollande. Le projet est complètement accompagné par la collectivité d'un point de vue de l'infrastructure technique. Et l'équipe de la DAN de l'Académie de Strasbourg a été très proactive. Formation de tout ce dont nous avions besoin à la fois en formation smartphone, tablette, numérique, a formé des gens, est venu sur site, nous a fait des facilités pour des formations fil, nous a emmenés à des salons, donc là vraiment on était très bien accompagnés. Après au niveau de la DSI, dans la mesure où le plan avait été validé par le ministère, la DSI s'est mis en accord avec les services de la collectivité. Ils ont travaillé de concert pour trouver toutes les solutions nécessaires. Marie, un complément? Pour le cas de mon collège, donc ce collège a été choisi dans un appel à projet Collège Lab et a été choisi par la DAN de Bordeaux. C'est parti au départ comme on l'a dit tout à l'heure, d'un désir de changement, aussi. Et donc, quand on a interrogé l'axe pédagogique, la collectivité territoriale a accompagné aussi ce projet et également la DAN de Bordeaux. Mais effectivement, le maillon de la chaîne qui manquait, c'était, comme l'a dit Pierre, la question m'a touchée, c'était la partie technique, la DSI, et effectivement, tous les problèmes que nous rencontrons actuellement de connexion sur le serveur d'établissement doivent être réglés avec la DSI. Donc effectivement, quand on se lance dans un projet d'utilisation des mobiles personnels, il faut que tous les partenaires soient vraiment autour de la table avant de lancer les opérations. Au-delà de l'écriture de la charte, il faut aussi pouvoir voir si on est dans les clous au niveau technique et au niveau aussi de la protection des données. Et donc, chacun à son degré d'expertise se doit de pouvoir aussi piloter ce projet. Je pense que c'est un petit peu ce que nous avions un petit peu, enfin pas moi personnellement, mais l'ensemble du comité de pilotage, un petit peu négligé. Voilà. Je précise qu'il y a un document qui a été fait par le ministère, qui est un document permettant justement d'interroger ces différents aspects à destination à la fois des collectivités et des équipes d'encadrement, des DAN et voire même des enseignants. Ça peut être intéressant aussi pour eux. Et c'est le résultat d'une concertation et d'un échange qui a été réalisé avec plusieurs projets qui sont actifs. Donc c'est un document, on mettra le lien également on proposera ça aux blogueurs pour qu'ils puissent savoir ça. Et puis j'en profite aussi, il y a sans doute un résumé de l'étude qui a été faite par le LP2I que Jean-François pourra diffuser également. Alors, il y a à la fois le rapport complet, ceux qui ont des insomnies, et une synthèse, tout ça est disponible sur le site web du labo. Donc, si vous on donnera tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre intervention, une autre question, un complément sur les deux sujets qu'on a abordés? Alors, il y en a une ici. Attends d'avoir le micro. Oui, enfin, je m'interroge sur les effets d'entraînement, à la fois sur les collègues quand on mène des expérimentations
comme Marie Soulier. Enfin, je veux dire, c'est qu'est-ce que vous observez comme effet d'entraînement sur les collègues? Et puis, question aussi à Anne Keller, c'est qu'est-ce que vous observez comme effet d'entraînement sur les autres établissements? C'est-à-dire, comment ça se passe, quoi, en fait? Il y a des effets d'imitation, des effets de refus, des effets de... Voilà. Vous avez bien compris que pour l'instant, je suis un petit peu... je prends la distance par rapport à cette expérimentation parce que je me suis rendu compte que pour que ça fonctionne, il faut que ça diffuse. Mais pour que ça diffuse, il faut que ça fonctionne. Et donc, pour l'instant, dans le cas de ce projet-là, on en est à un stade d'expérimentation, ça nous va très bien. Ça nous permet de nous sécuriser, hein, d'être dans le bac à sable encore, et d'y trouver un certain confort. Mais pour les autres aussi, hein, ça rassure, parce qu'on est encore dans une phase d'expérimentation. Ce qui pourra se produire après, c'est que si effectivement on obtient des résultats comme chez Anne, hein, puisqu'il y a d'autres établissements, d'autres académies qui arrivent, hein, donc pourquoi pas nous, après tout. Je pense que ça passe vraiment par une vraie communication. Qu'est-ce qu'on y fait, pourquoi on le fait, et surtout qu'est-ce que ça apporte de plus que les équipements numériques que l'on a déjà. Anne, un complément? Alors, au niveau, pour moi, en rentrant dans le projet BIOD, il était absolument primordial de prendre en compte l'aspect technique en premier. Je me suis engagée auprès des équipes en leur disant que eux s'occupaient de l'aspect pédagogique, de tout ce qu'ils avaient envie d'inventer, et que moi, de mon côté, je m'occupais de l'aspect technique et je m'engageais à ce que ça marche, entre guillemets. Évidemment, il y a eu des difficultés, je n'en cache pas, mais très honnêtement, depuis septembre 2016, on fonctionne et on fonctionne très bien. J'ai été pilote dans l'académie et la collectivité a énormément accompagné le projet. À l'heure actuelle, la collectivité a décidé que dans les 3 ans à venir, ils équipaient tous les collèges de la potentialité d'avoir un Wi-Fi dans l'établissement. Donc ça, c'est déjà une première chose qui permet de dire que le projet, entre guillemets, fait des petits. Et au sein de l'académie, au sein du département 67, il y a 2 autres établissements qui sont rentrés dans une logique BIOD, qui pour l'instant, effectivement, sont en train de régler des soucis techniques, mais dont les équipes que j'ai rencontrées pour partager les expériences sont très partantes et ont très envie de partager ce projet-là. Donc je peux dire que oui, effectivement, j'ai le sentiment que notre expérience donne des envies aux autres. Merci. Je vous propose Vous avez une question? Je profite du micro. Marie soulignait tout à l'heure la question des inégalités. Alors j'ai entendu que dans certains cas, c'était traité par l'aide à l'achat de matériel. Et est-ce qu'il y a d'autres façons de faire, Marie, par exemple? Oui, quand on a commencé l'expérimentation, on a sondé les élèves et on s'est rendu compte, alors ça a été d'abord une première surprise, que les élèves donc, de classe de 4e, dans chacune des classes, il y avait à peu près entre 5 et 8 jeunes qui soit n'avaient pas de portable, soit ne désiraient pas, ou les parents n'autorisaient pas les jeunes à apporter le portable en classe. Donc ça, c'est déjà un paramètre à prendre en compte. Quand on veut faire de l'utilisation de mobiles personnels, que fait-on avec ceux qui n'en ont pas? Donc, parade, le département a acheté des mobiles. Mais comme le disait Jean-François, est-ce qu'on est encore dans le BIOD? Bon, après tout, on n'est pas obligé de vouloir absolument caler à la définition du BIOD. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne. Puis après, effectivement, quand on sort, j'ai parlé de ces inégalités, vous avez certainement compris les sous-entendus, mais il y a ceux qui fonctionnent, il y a ceux qui ne fonctionnent pas. Et là, du coup, lorsqu'on veut interroger une classe, par exemple, dans le cadre d'un sondage, comme le disait François, eh bien, on va passer plus de temps avec ceux qui ont des mobiles un peu anciens et qui n'arrivent pas à se connecter, etc., qui s'agacent. Donc ça creuse
creuse encore plus les difficultés. Et là, moi, vraiment, ça m'interroge. Voilà. Je n'ai pas la réponse, hein. Je n'ai pas du tout de réponse à la question. Mais effectivement, dans une dotation de matériel sous forme de valise mobile, là, on a une uniformité du matériel qui reste en place, qui est connecté, qui est sécurisé. Mais lorsqu'on apporte un élément extérieur qui est différent, oui, il faut aussi être capable de le gérer. Et là, ça a creusé. Anne. Alors les élèves se connectent chez nous sur un portail captif, donc une fois que le certificat d'authentification est enregistré sur leur téléphone portable, ils sont plug and play pour le reste de leur scolarité. Comme nous avons candidaté au budget numérique de l'État, nous avons jeté 2 tablettes afin d'abonder le matériel des élèves. Donc nous avons à disposition 4 tablettes qui ne sont pas assignées ni à une salle ni à un enseignant, mais à l'instant T, chaque enseignant peut disposer de 5 tablettes pour abonder le matériel des élèves, de ceux qui n'en auraient pas. Et ce qui me semble central là-dedans, c'est que notre démarche n'est pas de donner justement un terminal à chaque élève, mais de les solliciter autour du travail collaboratif et également de partage de matériel. Et on constate que les élèves partagent volontiers à la fois leurs compétences dans la manière de gérer leur matériel, mais partagent aussi très volontiers leur propre matériel pour quelqu'un qui n'en aurait pas. Et ça nous semble être des valeurs éducatives tout à fait essentielles à promouvoir. On va passer aux 2 sujets suivants, sinon on n'aura pas le temps de les traiter, mais ça permettra également de revenir. Donc là, dans un premier temps, on a abordé la question de la mise en activité ou en interactivité, en interaction et la mise en projet des élèves à partir de leurs propres outils, mais aussi de leur savoir-faire. Ça vient d'être évoqué à l'instant, de leur propre pratique en tant qu'ados, qui vont réinvestir dans des situations pédagogiques. Tout ça, c'est bien beau, la mise en activité, mais quid de l'évaluation? Comment ça se passe? Est-ce que les outils, les services et les méthodes permettent d'envisager, de renouveler les pratiques d'évaluation et aussi de rétroaction avec les élèves et les parents? Alors, je vais répondre. Peut-être, François, oui. Alors, il me semble que, de façon très simple, si l'apprentissage est un phénomène social, l'évaluation doit être aussi, et le numérique permettra vraiment d'améliorer considérablement, d'augmenter, de rendre possible des choses qui n'étaient pas possibles avant dans cette pratique de rendre l'évaluation conversationnelle ou d'en faire une conversation, une évaluation continuée, une évaluation conversée, très fine, collaborative éventuellement entre pairs. Et donc ça, c'était pas possible sans, et c'est possible avec. L'outil, là, pour peu qu'on ait la posture pédagogique, y invite, le catalyse, le déclenche formidablement. Et donc, moi je vois dans ma pratique, je me vois pouvoir faire des choses beaucoup plus fines et qui me semblent améliorer l'apprentissage. Et aussi entre enseignants, le petit slogan qu'on présentait ce matin était une position aussi de mise en collaboration sur de l'évaluation, avec aussi tout ce qui est la dimension de captation des traces, de valorisation des traces, d'utilisation des données. Donc ça me paraît tout à fait central et bienvenu et à mettre en avant dans l'utilisation du... S'il n'y a pas cette dimension de conversation, ça me paraît... on peut revenir autrement. Oui, alors effectivement, du point de vue de l'évaluation, là, il y a énormément de progrès que j'ai pu moi-même observer dans ma propre pratique, notamment ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que dans un travail d'écriture, je prends cet exemple d'écriture, on a la possibilité de travailler ces étapes, ces écrits intermédiaires, de pouvoir sur une étape pour pouvoir améliorer son travail. Et là, j'utilise, on va dire, je vais appeler ça le modèle, c'est-à-dire que j'ai l'habitude, parce que les élèves ont besoin d'avoir des représentations, des attendus du professeur. Et pour ce faire, lorsque je donne un devoir, un travail d'écriture, j'aime bien m'exercer, moi, de faire ce travail, ce parcours, le chemin que va parcourir l'élève de ma classe, et
faire toutes ces étapes et les mettre en ligne, les donner à voir sous forme de mur. Et ce qu'on appelle, aux États-Unis, on appelle ça les bump it up wall. Vous verrez, souvent, on se moque pas de l'accent. Ce sont des affiches qui tapissent les murs de la classe et l'enseignant donc s'est exercé et met à disposition les différentes étapes et la production finale, le chef-d'œuvre. Alors c'est pas exactement sur le même sujet, mais c'est un sujet voisin et le jeune consulte. Les jeunes consultent ce modèle et dans ces étapes, il y a des moments, comme l'a dit François, j'aime bien son terme, des étapes d'évaluation dialoguer de la performance, de ce qui a été accompli, qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce qui pourrait être repris, mais sans noter. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on est dans un échange. D'un échange qu'on pourrait l'avoir quand on fait quelque chose et qu'on a un expert à côté et qui nous conseille, qui nous accompagne dans ce travail. Et ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Et avec le numérique, c'est vrai que l'outil numérique, le numérique, c'est pas très joli, ça me permet effectivement d'abord de moi-même passer par ce cheminement et ensuite de pouvoir mieux accompagner mes jeunes dans la classe. Au niveau de l'évaluation, effectivement, dans les piliers de l'apprentissage, il y a le feedback, tu en parlais François, il y a la consolidation. Au niveau du feedback, ça permet quand même d'avoir des retours. On a des expérimentations de ce point de vue-là avec des documents collaboratifs, avec des traces écrites qui permettent de préciser, toi, Laura, Kevin, de ce point de vue-là, j'aimerais que tu retravailles tel élément, donc parfois même à chaud au sein de la classe, parfois à distance, donc ce travail de retour très très proche de ce que les élèves ont produit en précisant les attentes, parce que il faut comprendre qu'à chaque professeur, vous le savez, les attentes sont différentes. Donc il y a une élève qui me disait, moi j'ai des bonnes notes, pas quand je sais bien mes leçons, mais quand j'ai bien compris ce que veut ma professeure ou mon professeur. Et ce retour-là, en fait, les outils numériques le permettent. Ensuite, dans la phase consolidation, il y a la phase d'entraînement que ce numérique permet sans contraindre l'enseignant à corriger systématiquement 2, 3, 4, 5 essais. Quand on est sur des connaissances, on a des QCM autocorrectifs, on sait si on a juste ou si on a faux et on n'est pas obligé de repasser par la correction écrite, manuelle. Et là où ça bloque, effectivement, où il va y avoir des erreurs, là il peut y avoir une remédiation avec les 4-5 élèves qui vont produire le même type d'erreur. Donc on est vraiment dans des stratégies d'enseignement et des stratégies d'apprentissage qui sont différentes. Donc là on est en micro, et puis après il y a aussi une vision un petit peu plus, si on reprend du point de vue du système éducatif, effectivement je connecte ça aux 150 000 sortants sans qualification, je connecte ça au fait que c'est une vraie question par rapport à notre démocratie scolaire, et ça redonne à mon avis du pouvoir aux élèves parce que les évaluations génèrent du stress pour les enfants, quand on a droit qu'à une seule chance. Donc ça re-questionne aussi le statut de l'erreur que le numérique modifie, où finalement on a le droit de se tromper, de recommencer sans savoir qu'on va être en permanence dans la constante macabre, sans possibilité d'évolution, et que finalement quand on a eu 5 en début d'année, on aura aussi eu 5 à la fin de l'année. Là c'est cette possibilité qui est donnée de recommencer sans se faire couper le petit doigt, parce qu'il n'y a même plus la trace papier et qu'on a droit justement sur cette progression-là, à mon avis, ça semble quelque chose d'important pour ne pas créer cette mise à distance des objectifs de réussite et de performance scolaire. Anne, un complément, et puis Jean-François. Alors rapidement un complément, les enseignants disent que ce qui est très intéressant dans l'évaluation par le numérique, c'est que vous savez tous qu'on a des élèves dans les classes de feuilles blanches. Or, pour un élève, visiblement, c'est très simple de rendre feuille blanche, mais quand ils sont derrière un terminal et qu'il faut appuyer sur un bouton, ils ont beaucoup plus de mal à se contrôler. Et ils finissent par appuyer sur le bouton
et à rentrer dans le jeu et dans l'activité. Donc là aussi, c'est une plus-value évidente. Alors, je sais qu'il y a pas mal de travaux qui se font autour de la recherche. Il y a eu d'ailleurs à Besançon, il y a quelques mois, une assemblée de jeunes docteurs travaillant sur cette question, des traces de l'évaluation et des outils. Peut-être Jean-François, pas forcément sur ce qui s'est passé à Besançon, je ne sais pas si tu y étais ou tu avais envoyé des thésards, mais nous dire un petit peu ce qui se passe autour de cette évaluation et de cette rétroaction avec les élèves et les parents. C'est toujours périlleux de faire de la prospective, mais là je pense qu'on est sur un sujet où on a peu de chances de se tromper en disant que l'utilisation des techniques qui se développent, qui ne sont pas nécessairement disponibles toutes aujourd'hui pour collecter, analyser les traces, toutes sortes de traces de l'activité des élèves et en tirer des enseignements sur leurs apprentissages et surtout des enseignements sur les parcours qui leur sont les plus favorables pour développer leurs apprentissages. Là, je pense qu'on ne peut pas se tromper en disant que ça, ce sont des techniques qui ont déjà une grande importance et qui en auront encore plus. Et on sait que ce qui va aussi supporter le développement de ces techniques et de leurs usages, c'est qu'il y a des gros marchés qui leur sont associés. Je voudrais dire combien c'est important, combien ça ne se limite pas aux traces qui sont laissées par des applications d'apprentissage et qui sont très ciblées, très fermées sur des mesures de compétences bien particulières, et que les traces, c'est bien autre chose, c'est beaucoup plus large sur le comportement et l'activité des élèves, et qu'on a là vraiment une matière à réflexion et à action aussi pour le pilotage pédagogique, l'autopilotage pour les élèves, pour se situer et progresser, et puis pour les enseignants, individuellement, je veux dire dans le métier de chaque enseignant, dans les pratiques de pilotage des équipes pédagogiques et des établissements, et ceci évidemment jusqu'au ministère pour nourrir les décisions politiques éducatives. Et sur cette question-là, je crois qu'il faut quand même attirer l'attention sur des enjeux d'ordre politico-philosophique, des enjeux extrêmement importants. Il y a plusieurs façons d'envisager cette évaluation par la collecte et l'analyse de traces. C'est très difficile en 2 minutes évidemment de retracer ça, mais je voudrais juste montrer une tension. Il y a une tension entre une option qui est vers une automatisation complète des propositions faites de parcours d'apprentissage aux élèves, qui est derrière toutes sortes de dispositifs entièrement numériques de formation. Et puis il y a une autre option qui est celle que personnellement je trouve particulièrement intéressante, et je crois qu'on peut facilement partager cela, et qui est de dire ce sont là des techniques et des outils qui permettent à des hommes génériquement, des femmes et des hommes bien sûr, de prendre des décisions. Des décisions qui peuvent facilement être dictées par des algorithmes, mais qui gagnent quand même beaucoup à être prises par des hommes. Donc on voit que là, les exemples qui sont donnés et la position d'un chercheur parmi de nombreuses équipes qui travaillent sur la question en France, en Europe et dans le monde, rejoignent directement ce qui a été évoqué par le ministre avant-hier, puisqu'il a parlé un peu de l'enjeu, enfin un peu et beaucoup même, de l'enjeu des données, de la richesse de ces données, mais aussi de l'attention qui devrait être portée. C'est pour ça qu'il y a un comité d'éthique qui a été annoncé et se mettra en place, je pense, prochainement, et qui permettra donc d'avoir un certain nombre de guides. Mais je pense que c'est important, dès maintenant, de réfléchir à toutes ces questions, et on voit donc qu'il y a un potentiel important. Est-ce que sur ce 3e point, avant qu'on aborde le 4e, il y a des questions ou des compléments qui viendraient de la salle? Il y en a une ici. Merci. Donc moi j'ai vraiment une question sur l'utilisation de l'outil numérique pour évaluation, parce que quand on donne l'opportunité à l'élève de réessayer et de réessayer, j'ai vraiment peur que l'outil devienne l'objectif et qu'on lui apprenne à répondre aux questions telles qu'elles sont posées plutôt qu'à acquérir les compétences qu'on cherche à évaluer. Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, enfin moi elle me paraît claire, mais qui veut répondre? Si j'ai bien compris, enfin, il me semble que l'outil automatisé type QCM
est très favorable pour des choses basiques en termes de profondeur de compréhension. Et c'est un drill, on dit en anglais, un entraînement qu'on peut favorablement confier à la machine parce que c'est pas une tâche très intéressante pour l'enseignant à ce moment-là. Les données qu'on en reçoit, je pense, sont peut-être utiles aussi, par contre, pour faire de la remédiation. Par contre, la crainte que tu as ne me paraît pas, ne correspond pas à mon expérience en tout cas dans des travaux de plus profonde compréhension ou compétences intellectuelles. Au contraire, là, alors l'outil a toujours la phase qu'on entend parler de. Il faut pas que le temps d'apprentissage de l'outil prenne trop de temps sur l'apprentissage lui-même. Mais enfin, une fois que c'est compris, on a quand même des outils maintenant qui sont assez simples. Mais parce que j'avais un peu oublié tout à l'heure de préciser en termes de potentialité du numérique pour le feedback, des outils numériques pour le feedback. Il me permet aussi à moi en tant qu'enseignant de donner un feedback beaucoup plus rapidement, beaucoup plus explicitement à l'élève, simplement parce que écrire est riche, je veux dire écrire dans la marge, d'abord je n'arrive jamais à avoir des marges assez larges en papier, et donc je suis un humble humain et je suis fatigué de réécrire la même chose, donc j'ai fait des systèmes de tampons à une époque avec du texte dessus, mais c'est pas assez grand, donc il y a ça, donc le numérique permet cela, permet de faire des rétroactions enregistrées, orales. Maintenant c'est très facile de l'audio, on peut avoir comme ça des communications très riches, parce que moi simplement quand je reviens en classe, je n'ai pas le temps dans le temps de classe de m'adresser personnellement à l'élève et puis j'ai oublié ce que je voulais lui dire en détail. Et puis il y a il y a des services qui apparaissent, alors au-delà de ça, il y a des services qui apparaissent en ce moment, très intéressants je trouve, pour faire de l'évaluation par les pairs. Je pense à un en particulier là que j'ai vu, mais il y a d'autres. Moi, celui que je pense s'appelle Peer Grade. C'est un outil, une plateforme danoise. Et en fait, l'enseignant prépare un travail, l'enseignant prépare une rubrique d'évaluation, des questions, et les élèves le font, le soumettent en ligne, ils le soumettent en ligne, et ensuite le système anonymise les copies et redistribue au hasard, et donc il y a une phase d'évaluation par les pairs. L'enseignant peut dire voilà, il faut que chaque élève doit évaluer 2 autres ou 3 autres, et ensuite une fois que cette démarche là est faite, l'élève peut accéder alors à l'évaluation qui lui a été faite. Et moi j'ai utilisé ça de façon très intéressante, je trouve, et ça m'a permis moi en tant qu'enseignant de ne pas passer mon temps à cette première phase un peu bac à sable, et je corrigerai ensuite le travail qui était final, que l'élève aura amélioré en fonction des remarques produites par ses camarades. Donc là je trouve que c'est des dispositifs qui me semblent très vertueux. Il y avait une autre question. Oui, merci. Donc voilà, Sandrine Joquet, je suis belge aussi, donc on utilise les smartphones, mais en fait, moi je comprends tout à fait qu'on ait l'impression en tant qu'acteur de terrain que le numérique augmente les apprentissages, mais est-ce qu'on a objectivé ça? Est-ce qu'il y a des études concrètes qui nous disent voilà, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas? Sinon, on ne perdrait pas notre temps entre guillemets à le faire, mais j'aimerais vraiment bien avoir un retour beaucoup plus objectif que notre impression d'acteur de terrain. Une première réponse, un premier élément de réponse. Moi je vais répondre, je ne sais pas répondre du tout à cette question, mais réagir à cette question. Alors vous la posez plutôt mieux, si je peux me permettre, plutôt mieux que beaucoup qui l'adressent à la recherche. Beaucoup de décideurs politiques, je ne veux pas les nommer tout à fait précisément ici, mais il y en a beaucoup, et qui viennent voir les laboratoires de recherche en posant la question que vous posez, mais de façon beaucoup plus générique que vous la posez. C'est-à-dire, parce que vous avez précisé dans certaines situations, dans certaines activités, alors que souvent la question est posée, est-ce que si j'équipe tous les collégiens de France de tablettes numériques, évidemment, ça ira beaucoup mieux pour leurs apprentissages, etc., etc. Ça, répondre à cette question, c'est pas possible, et véritablement, les collègues qui s'engagent là-dedans, ils cherchent des budgets. Ils cherchent de l'argent. Mais nous aussi, on cherche de l'argent. En revanche, si la question est formulée de façon plus précise, comme vous l'avez amorcé, c'est-à-dire, est-ce que telle pratique pédagogique, dans tel contexte recourant à tel équipement, à telle ressource, et à tel scénario pour tels élèves et pour tels objectifs, est-ce que ça fonctionne plutôt mieux qu'une autre modalité où on n'utiliserait pas cette ressource? Ça, on peut le faire, et ça, on peut répondre. Et au fond,
ça ne sert pas toujours à grand-chose parce que ça n'est valable que dans le contexte où on fait l'évaluation. Ce qui fait que cette question-là, on se sent très mal quand on est chercheur parce qu'on aimerait beaucoup pouvoir répondre très précisément et aussi de façon très générique, avec une possibilité en tout cas d'étendre les résultats à des catégories très vastes de pratiques pédagogiques, et souvent c'est impossible, ou souvent c'est plutôt malhonnête de dire qu'on peut étendre les résultats au-delà du contexte dans lequel l'expérimentation ou la mesure a été faite. Ça, c'est une première partie. Je pourrais répondre de toutes sortes de façons, mais je vais répondre en réagissant à ce qui a été dit. Je crois que c'est Marie qui a parlé d'expérimentation tout à l'heure, quand la question a été posée de l'effet d'entraînement. Et pour qu'il y ait un effet d'entraînement, ce n'est pas la seule condition nécessaire, mais l'évaluation des pratiques est évidemment, donc ça retombe sur votre question, est vraiment très très importante. Donc, après avoir dit que ce n'était pas possible, ce que je voudrais répondre, c'est qu'il faut absolument le faire. C'est-à-dire qu'on se donne les moyens, évidemment, d'évaluer. Il n'y a pas que les chercheurs qui peuvent évaluer, bien sûr, mais d'évaluer ce qu'on fait. Sinon, quand on dit expérimentation, c'est une utilisation un peu frauduleuse du mot expérimentation, en tout cas qui n'en comporte pas toutes les dimensions. Une expérimentation, ça se conclut quand même par une évaluation de ce qu'on a fait pour pouvoir tirer parti et tirer des enseignements à partir de l'expérience que l'on a eue. Et il faut bien le dire, c'est de plus en plus vrai, on le fait de plus en plus, que la relation entre les prescripteurs et ceux qui peuvent faire des évaluations, qu'il s'agisse des corps d'inspection d'une part et puis des chercheurs de l'autre, ça s'organise de mieux en mieux, mais c'est bien, je suis content de pouvoir le dire publiquement, en France, avec le ministère de l'Éducation nationale, et depuis des années, et j'ai bien compris que ça ne s'arrêtait pas, ça ne venait pas de s'arrêter avec un changement de président de la République et de gouvernement. Ça, c'est extrêmement important, mais il faut juste considérer que ça peut être seulement très modeste, qu'on ne peut pas tout attendre d'évaluations qu'on ne saura jamais faire. Anne ? Rapidement, en début d'année, je crois au courant du mois d'octobre-novembre, un rapport est sorti de l'inspection générale, coécrit par Madame Becchetti-Bizot, où cette question-là a été abordée. Il y a quelques pages et c'est assez intéressant de le lire. Il y a une dernière question, je profite que le micro arrive pour dire qu'une des difficultés à répondre à la question telle qu'elle a été posée, c'est quand on utilise le terme « le numérique ». Parce que vous avez des quantités d'études et de travaux qui vont vous dire est-ce qu'un feedback de qualité améliore l'apprentissage ? Est-ce que l'évaluation par les pairs améliore la qualité de travail des évaluateurs pairs et de celui qui est évalué, etc. Là-dessus, il y a énormément de choses. Par contre, quand on dit est-ce que le numérique fait, le numérique, on ne sait pas ce que c'est, et aucun chercheur n'est aujourd'hui capable de le définir. Donc déjà, et alors c'est tout l'enjeu d'un travail de chercheur, c'est d'arriver à ce que les questions soient posées de façon à ce qu'on puisse y répondre. Donc voilà, c'était ce que je voulais rajouter, même j'avais dit que je ne dirais rien, mais je n'ai pas pu me retenir. Désolé. Alors, moi, Claude Tran, oui, moi je me pose une question par rapport aux questions que vous vous posez. C'est la suivante. Notre enseignement, il faut bien qu'il change, puisque les élèves ont changé, dans la mesure d'abord, on est dans un enseignement de masse. Il y a une trentaine, quarantaine d'années, on n'avait pas les élèves qu'il y a aujourd'hui dans l'ensemble des écoles, dans l'ensemble des collèges et dans l'ensemble des lycées. Donc le renouvellement des pratiques, de toute façon, par rapport à la masse, par rapport au stock d'élèves qu'il y a dans les classes, j'imagine mal comment ces pratiques n'auraient pas pu être renouvelées. Je ne le lis pas au numérique. Par ailleurs, la société est devenue un peu plus numérique qu'elle ne l'était il y a une trentaine d'années. Donc nos élèves sont dans cette société-là. J'imagine mal que l'on puisse ne pas penser que ces élèves qui apprennent automatiquement aussi et beaucoup en dehors de l'école et avec les outils numériques dont ils disposent chez eux ou entre eux, ne puissent pas apprendre aussi autrement que la façon dont nous avons, ou les enfants, il y a une trentaine, quarantaine d'années, ont appris. Alors se poser la question de savoir si aujourd'hui on apprend mieux ou on apprend moins bien avec des outils numériques à l'école, et si c'est en lien avec le renouvellement des pratiques, je me pose la question, est-ce qu'on va le comparer à ce qui s'est passé il y a 30 ans ? Est-ce qu'on va le comparer ? Tu vois, les questions sont beaucoup plus complexes que cela. Alors c'est vrai qu'effectivement on peut parcelliser, on peut regarder si telle pratique dans telle situation, avec tel outil numérique, ça marche mieux avec ou sans outil numérique.
Mais moi, je me pose des questions. Est-ce que c'est utile véritablement de se poser ce type de questions? Est-ce que c'est vraiment utile de se poser ce type de questions? Alors Claude, je propose qu'on en fasse un des sujets de Ludovia l'année prochaine. Mais là, c'était pour répondre à une question qui arrive régulièrement. On ne va pas y répondre ici, mais la question est posée, c'est intéressant. Je ne posais pas Oui, oui. D'accord. Alors, merci pour ça. On va essayer de tenir le délai, même si on dépassera un tout petit peu pour qu'on ait le temps de conclure. Le quatrième sujet qu'on voulait aborder, et vous allez voir qu'il y a de la continuité, on a de la suite dans les idées, était comment favoriser, par ce renouvellement ou le constat de renouvellement ou l'espoir de renouvellement de pratique, comment favoriser et encourager le travail personnel des élèves dans un continuum entre l'école ou l'établissement scolaire et le domicile. C'est-à-dire, est-ce que le fait de repérer maintenant un certain nombre de pratiques rendues possibles par l'utilisation de ces outils et services numériques permet d'améliorer ce continuum et de quelle façon? Est-ce que des personnes veulent intervenir sur le sujet? Alors, sur ce point-là, moi, ce qui m'a paru intéressant dans ce continuum école-famille, on va dire, d'une manière assez large, je pense, par exemple, au dispositif, en tout cas Devoir fait, qui a ramené, on va dire, le devoir au sein de l'établissement, et on voit comment ça a modifié les pratiques. On sait, tu parlais d'inégalités scolaires, en tout cas liées aux inégalités sociales. On sait effectivement que ça peut poser problème de finalement laisser l'élève seul face à la difficulté ou à la tâche quand c'est lui qui les fait, et quand ils sont chanceux, c'est quelqu'un d'autre, mais quand ils ne sont pas chanceux, finalement, il se trouve avec cette difficulté de faire des devoirs tout seul à la maison. Donc là, ramener les devoirs au sein de l'établissement a pu être fait de manière, on va dire, traditionnelle. Il n'y a pas d'antinomie, sauf qu'il y avait les experts, les enseignants, les AED en proximité, et il y avait aussi les ressources numériques. Nous avons, par exemple, travaillé avec les banques de ressources numériques éducatives qui mettaient à disposition des élèves par le biais des enseignants au sein de l'établissement des ressources numériques qui leur permettaient de faire le lien entre la classe, puisqu'il ne faut pas non plus segmenter la classe, les devoirs et la famille, qui permettait de faire ce lien et de communiquer sur les résultats, en tout cas sur ce que laisser trace des devoirs qui avaient été faits, comment ils avaient été faits par les élèves. Mais je pense aussi au premier degré, je pense au CP, sur ce temps, même s'il n'y a pas le dispositif Devoir fait en tant que tel, le temps de lecture qu'on a dédié, parce que quand on apprend à lire, il faut lire un petit peu le soir chez soi à la maison. Et je pense par exemple aux élèves allophones qui ne vont pas avoir de modèle à la maison pour savoir comment on lit l'extrait de lecture que l'on a découvert la journée. Et là aussi, la mise à disposition, soit par l'écoute, soit par les phrases qui se mettent au fur et à mesure en couleur quand on ne sait pas comment on va prononcer, permettent aussi d'aider et de faire ce lien avec les apprentissages qui sont à faire encore pour consolider dans cette phase-là et la maison, et ça permet quand même en tout cas d'être extrêmement facilitateur sur des objets de révision ou de devoirs à faire qui sont aidés en cela par le numérique. Marie, est-ce que quand les élèves commencent quelque chose dans ta classe, ils continuent quand ils sont en dehors de la classe? Non, jamais. Non. Justement, donc je ne vais pas parler de devoirs pour ce qui concerne ma classe inversée, puisque je n'en ai pas tel que c'est défini actuellement. Par contre, je ne vais pas parler de mon expérience, mais je voulais juste dire que ce qui a changé par rapport aux devoirs, c'est que maintenant, il existe beaucoup d'outils qui permettent aux professeurs de distribuer donc les devoirs, de fixer une date, une date d'échéance, de mettre à disposition un certain temps une tâche, et l'élève va recevoir une notification, va pouvoir éventuellement même communiquer avec l'enseignant par l'intermédiaire d'un chat, on va dire, de questions-réponses. Donc un petit peu, on revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure, cet accompagnement au cours de la tâche. Et donc
donc ça, c'est quand même une nette amélioration. Bon, maintenant, je reviens à la classe inversée. En ce qui me concerne, pas de devoir. C'est le principe même de mon protocole. Donc, que font les enfants? Les enfants, en fait, à la maison, sont juste face à des tâches qui cognitivement ne les sollicitent pas. Ça, c'est mon principe. C'est-à-dire que les capsules ne sont pas des capsules notionnelles, mais des capsules de préparation. J'aime que les enfants viennent en classe en ayant visionné cette capsule d'1 minute 30, et si elle est réussie, elle ne réussit pas forcément tous les jours, mais si elle est réussie, elle doit amener les enfants avec plein de questions dans la tête. Et ensuite, ce qui va se passer en classe, c'est, lorsque la séance est réussie, c'est que les enfants aient eux-mêmes pu répondre aux questions qu'ils s'étaient posées. Donc mon travail consiste à jalonner leur parcours de manière à organiser ce travail de manière à ce qu'ils puissent avoir les éléments pour pouvoir répondre à ces questions. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, le lien, on l'a dit, le lien qui se fait entre l'école et la maison, c'est un peu un fil d'Ariane. On vient en classe, on sait de quoi on va déjà parler, on a une idée. C'est pas comme quand on arrive à les cours, on se disait mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Là, on a une idée, on a quelques hypothèses. Ces hypothèses sont confirmées ou pas, et puis ensuite on repart avec une boucle qui va être bouclée le lendemain par la production. Mais ça se fait en classe. Toutes les productions se font en classe, dans mon protocole. Alors, on notera quand même que le sujet était le travail personnel et pas les devoirs. On a bien fait la différence. Donc là, il s'agit quand même d'activités qui vont susciter la motivation, l'engagement de l'élève quand il sera en classe. Est-ce que François... Je suis au bord de l'arbre, j'écoute ça, je suis ému en tant que papa. Non, mais c'est vrai que parce que les devoirs sont quand même très larges. Enfin, il faut traiter selon les niveaux d'âge et les niveaux scolaires, mais les devoirs sont quand même une attitude dense qu'il faut questionner et par laquelle l'école a tendance à coloniser la vie de famille, le temps de famille, très fortement et à créer toutes sortes de troubles dans l'équipe familiale. Et donc, j'apprécie beaucoup la façon dont tu positionnes les choses, mais j'aime beaucoup aussi le fait qu'effectivement l'enfant arrive en classe avec une pré-réflexion déjà et une mise en bouche de ce qui va se passer. Et comme moi, dans mon cours particulièrement, j'avance de façon... je sais où je vais, mais il y a une régulation de mon cours et des variations. Les outils de communication numérique permettent d'adapter très finement, très facilement ça avec des notifications qui sont poussées vers les élèves. Et par ailleurs, c'est vrai que le numérique facilite largement la communication. On voit que les grandes plateformes type LMS introduisent des dimensions, des fonctionnalités de communication envers les parents. On a vu ici dans la halle une jeune pousse qui propose une solution intéressante pour les classes primaires aussi, avec une dimension allophone. Donc ça, on voit des choses intéressantes, mais je suis très sensible, juste personnellement, à la démarche non invasive de Marie. Oui, Anne, est-ce que le fait que les élèves utilisent leur propre matériel dans la façon d'ici... Alors par rapport au propre matériel, pas, mais par rapport à la dimension éducative de l'établissement et notamment d'essayer de valoriser le travail collaboratif et l'entraide entre les élèves, on a remarqué qu'on a de plus en plus d'élèves qui demandent à rester en permanence. Ça continuera à me surprendre, mais nous avons dû réfléchir à des espaces de travail pour les élèves, à ouvrir des salles où ils peuvent travailler en autonomie. Seulement, ils ont des travaux de groupe à réaliser, ils ont envie de s'avancer et il y a aussi beaucoup d'élèves qui fonctionnent sur un système d'entraide qui leur est venu assez naturellement. Le fait d'échanger leur matériel, de beaucoup discuter, de créer beaucoup de liens sociaux avec les outils numériques ont déclenché des attitudes de ce type-là. Et comme un peu tout le monde, dans l'établissement, nous avons une très forte réflexion sur la préservation du week-end des familles et des vacances des familles. Nathalie ? Peut-être aussi un témoignage sur l'aide à la planification du travail personnel des élèves. Ce qu'on voit apparaître finalement, c'est qu'il y a de l'aide en direct qui émane aussi élèves-enseignants hors du temps de classe, sous forme
tu parlais de chat, c'est exactement comme ça. Je suis coincée et là j'ai besoin du référent expert, j'ai besoin de l'enseignant et finalement je vais avoir une réponse comme ça. Ce qu'on voit aussi apparaître, c'est dans cette planification du travail personnel, notamment préalablement aux évaluations, une répartition des interrogations quand il y a un agenda partagé par les enseignants. Et qu'est-ce que ça peut changer la vie des élèves? Parce que vie ma vie de lycéen ou vie ma vie de collégien, quand la même journée on a 4 évaluations et finalement les décaler de 2 jours, ça pose pas forcément un si grave problème que ça à l'enseignant. Donc du coup il y a une prise de conscience aussi de la charge qui repose sur les épaules des élèves et également du pair à pair. Je vois par exemple pour les épreuves du bac, groupe d'élèves entre eux, ce qu'ils disaient, c'était pas forcément que le stress n'était pas uniquement dû à l'épreuve je pense là par exemple au bac de français, aux oraux, c'était on change d'établissement, de lycée pour aller passer les épreuves, où c'est après l'arrêt de tram, dans quel établissement. Donc le groupe qui s'est mis en place, c'était un groupe avec une photo du plan du lycée dans lequel ils allaient passer leurs épreuves, avec une guidance par fléchage là où ils étaient, des élèves sentinelles pour qu'il n'y en ait pas un qui se perde en route, tout le monde checker, savoir s'il y avait bien la carte d'identité et puis la convocation. Et donc c'est aussi cela, des moments, des groupes qui sont pas virtuels pour le coup, mais bien réels, qui leur permettent de s'accompagner. Et ce phénomène-là, on le trouve tout au long de l'année. Quand on leur parle de dispositifs très particuliers, ils nous disent « mais madame, on fait déjà ça entre nous, on a notre groupe d'entraide ». Il y a aussi cette dimension de pair à pair, tu évoquais l'entraide, qui développe aussi d'autres choses avec le souci de ne pas exclure. Ça aussi, c'est une dimension qui m'a paru intéressante dans les nouvelles pratiques de nos jeunes. Marie ? Un petit peu témoigner par rapport au dispositif Devoir fait. J'aurais intitulé Devoir commencer. Parce que pour avoir encadré cette année Devoir fait, je l'avais jamais fait, j'avais jamais eu l'occasion de faire de l'accompagnement au devoir. Et ça, au bout d'un mois, j'avais en face de moi des enfants qui sortaient de Devoir fait en ayant fait un tiers du travail. Je pensais que j'étais vraiment mauvaise, que je ne les accompagnais pas forcément assez bien, assez rapidement, sur des disciplines qui ne sont pas ma spécialité. Par exemple, l'anglais, vous avez pu le noter. Et puis après, je me suis dit, mais voyant que mes collègues finalement avaient le même constat, on a demandé à notre chef d'établissement de discuter à un conseil pédagogique de la possibilité éventuelle de donner des indicateurs aux collègues qui donnaient des devoirs, non pas pour juger le bien fondé de leurs devoirs, mais leur donner exactement le temps passé avec l'accompagnateur. C'était saisissant. Ça a été saisissant pour certaines, qui n'avaient pas imaginé, puisque Devoir fait, ce sont des élèves volontaires, donc il y a de tout. Il y a de très bons élèves et des élèves en difficulté. On n'a pas forcément toujours les mêmes d'ailleurs, et on donnait comme ça systématiquement à la fin de la séance un petit récap qu'on mettait sur notre ENT avec un fichier, nom de l'élève, temps passé sur telle activité. Et il y a des collègues qui se sont rendus compte, évidemment, qu'effectivement, c'était chargé. Et je pense que ça, c'était intéressant de le faire, parce que souvent, on donne des devoirs et on n'imagine pas, ou peu, ce que ça implique ensuite pour le jeune. Donc, devoir commencer, je trouve que c'était pas mal. Merci. On va prendre juste une seule question. Parce que ensuite j'ai demandé à Jean-François qui a accepté de pouvoir faire une synthèse très rapide, de ressortir un peu les éléments importants de la discussion. Une question, toujours ici, là au premier rang. Je vais lui laisser le micro. Non, parce que moi je m'interrogeais. Il faut qu'on tienne les délais après. Est-ce que vous avez observé que ça communiquait, que l'usage du numérique communiquait une plus grande envie d'apprendre ou une plus grande envie de rechercher
une plus grande envie d'aller chercher des savoirs. Est-ce que ça aide à communiquer cette envie? Ouais, il me semble que ça dépend du dispositif pédagogique qui est mis en place, de l'activité qui est mise en place. Moi, je dirais que je ne pense pas que ça amplifie l'envie. L'envie, elle vient d'ailleurs. L'envie, je pense que déjà, c'est le maître, c'est le professeur qui va peut-être déclencher l'étincelle. Quelquefois, c'est intéressant de challenger la classe en disant mais j'ai envie de faire ça avec vous. Ça m'est arrivé cette année, par exemple. J'ai envie d'étudier le CID avec vous. Tout le monde dit que c'est impossible. Moi-même, je pense que c'est un peu compliqué. Mais j'ai envie de vivre l'aventure avec vous. On y va ou on n'y va pas? Là, on ne parle même pas de numérique. Et là, l'envie, hop, elle est déclenchée. Je pense que l'envie, c'est un peu comme un beurre au pas. Hein, je vais reprendre. Voilà, on met un appétit. Hein, on met un appétit et ensuite, éventuellement, effectivement, le numérique va... L'outil numérique que l'on va utiliser, par exemple, pour la production d'un chef-d'œuvre, va aider le jeune parce que l'enfant a besoin, a envie de produire quelque chose de beau, quelque chose de fini. Et souvent, quand ils produisent, comme par exemple quand ils font des écritures numériques sous forme de livres numériques enrichis, eh bien, le jeune est fier de ce chef-d'œuvre-là. Mais il le sera aussi peut-être tout autant avec un papier jauni. L'envie, je crois que c'est fondamental dans le rapport enseignant-enseigné, c'est le maître qui doit le déclencher. Sinon, on n'y croit pas, ça va être très compliqué d'embarquer avec nous les jeunes. De manière un peu plus pratico-pratique, les élèves ont souvent très envie de savoir si le prof il a raison ou pas. Donc ils vont vérifier et Monsieur Google qu'est-ce qu'il dit et ensuite ils vont expliquer au prof bah non, nous on a trouvé ça et ça engage un dialogue d'une richesse tout à fait fantastique. Merci pour ces interventions. Donc, je propose à Jean-François de faire une synthèse qui sera nécessairement rapide, même si on a démarré presque avec un quart d'heure de retard, mais il faut qu'on tienne à peu près les délais. Merci d'avance. Tout le monde dit... On a jusqu'à 15 heures. Non, on n'a pas jusqu'à 15 heures, tu as 5 minutes si c'est possible. Bon, alors, je vais faire en 5 minutes, ça ne va pas être une synthèse. D'ailleurs, la mission, ce n'était pas vraiment une synthèse. Hein. Merci. Voilà, donc j'ai pris des notes. Malheureusement, j'avais une tablette de petite taille et puis mon application de traitement de texte fabriquée par un... Bon, je ne vais pas dire par qui, est tombée en panne plusieurs fois, donc mes notes sont lacunaires. Mais le papier tombe en panne aussi, Claude. Enfin, le stylo, en l'occurrence. Donc, j'ai retenu quelques points. Alors, en essayant de prendre un peu de recul, en essayant de prendre du recul, quelques points qui sont apparus, je crois, en plein ou en creux, hein, dans les présentations et dans les débats et dans les questions et dans les différentes interventions. Avant d'en citer 4 ou 5, là, je veux juste te dire que je ne suis pas intervenu dans le dernier thème, et il me semble pourtant que c'est vraiment le cœur du réacteur, parce que l'apprentissage des élèves, c'est l'activité des élèves. Hein, donc, c'est bien de ça dont il faut parler, et être prof, ça n'est que créer l'activité de l'élève, pas plus, pas moins. Alors, je me suis dit quand même en nous écoutant, et très collectivement, que cette table ronde, mais on ne pouvait pas en douter, était parfaitement corrélée à la thématique de Ludovia. Pas la thématique en général de tous les Ludovia, mais la thématique de cette édition de Ludovia, hein, c'est-à-dire le rapport entre innovation et institution. Alors c'est évidemment une thématique extrêmement classique, mais je crois qu'on peut peut-être relire ou repenser à tout ce qu'on s'est dit sous cet angle-là. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais j'ai pas pu pousser l'exercice jusqu'au bout. Faudrait-il encore, pour faire cet exercice, définir ce qu'est l'innovation? Donc je vais vous le dire à ma façon. Juste pour que vous compreniez mon point de vue, une innovation, c'est une invention qui a réussi socialement. Bon, c'est une définition classique, hein, mais c'est pas forcément celle qu'on utilise spontanément. Et donc, je pense qu'on reste encore assez calé sur l'idée que mobiliser les techniques numériques, quelles qu'elles soient, dans des dispositifs éducatifs, quels qu'ils soient, ça relève à la fois de l'invention, mais ça relève de l'innovation. En tout cas, l'institution, elle le voit comme ça, puisqu'elle le voit évidemment à l'échelle de l'institution.
Or là, ce qu'on a entendu, c'est à l'échelle d'un établissement ou de plusieurs établissements, d'un enseignant, plusieurs enseignants. Donc moi, ça m'amène à me poser la question, c'est s'il s'agit d'innovation, de qui sont les innovateurs, voilà, et à quelle échelle on les pense. Et c'est pas une question nouvelle, mais comment est-ce qu'on passe de tous les gens qui sont contents de se retrouver à Ludovia, moi compris évidemment chaque année, à une perspective qui est celle de l'institution, c'est-à-dire à pleine échelle. Et ça questionne non pas seulement des problématiques d'ingénierie pédagogique, c'est essentiellement positive de mise en œuvre de la politique. Comment est-ce que, moi j'aime bien la question de l'entraînement, hein, comment est-ce que ça fonctionne cet entraînement? Alors c'est pas nouveau hein, comme question bien sûr, mais quand même on peut questionner les dispositifs mis en place par l'institution depuis quelques années, depuis toujours en fait, pour se demander si les dispositifs mis en place à une époque répondent aux besoins d'une autre. Et en particulier, parce qu'il était question par exemple de Collège Lab tout à l'heure, c'est-à-dire de dispositifs qui accompagnent ceux qui ont déjà beaucoup avancé, comment on passe de ça, avec un effet d'entraînement dont il faudrait définir les modalités et les mécanismes, à l'échelle. Et alors, moi, j'ai l'intuition que tous les dispositifs qui reposent sur des appels à projets sont des dispositifs qui ne permettent pas le passage à l'échelle. Voilà. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, toujours sur l'innovation, c'est que innover, ça ne veut pas dire que c'est utile. On peut innover avec des résultats inutiles, ce qui n'est pas forcément très grave, mais on peut aussi innover avec des résultats néfastes, dangereux, ce qui est quand même un petit peu plus grave. Alors, pour innover de façon utile, il faut que ceux qui innovent et ceux qui inventent, puis ceux qui innovent aient un cap. Et quand on nous entend parler, je pense que chacun a bien une idée personnelle ou collective, personnelle représentant un collectif, d'un cap, d'un horizon à atteindre, qu'on essaie d'atteindre avec les initiatives que chacun prend, avec toutes les caractéristiques très différentes qui ont été décrites, même s'il y a des thématiques qui sont assez... qui traversent un peu toutes ces présentations. Là aussi, c'est une interrogation qui s'adresse beaucoup plus à l'institution et aux politiques que aux pédagogues, à l'ingénieur pédagogique, quelle que soit sa position dans le panorama. Ça, c'est pas une réponse, mais aussi une réaction à la réaction de Claude Tran, tout à l'heure. Peut-être. Et ça, alors pas ici, mais comme chercheur qui se déplace sur le terrain avec en tierce position, donc qui entend des choses qui ne sont pas dites toujours à tout ça marche à l'envers, bien sûr, ça. Nous, on entend souvent cette question-là. On entend souvent, on ne sait pas où, non seulement on ne sait pas où on va, mais on ne sait pas où l'institution veut que nous arrivions. Et le cap n'est pas clair, le cadre n'est pas clair. Et la question qui se pose, si on prend un recul un pas encore en arrière, c'est est-ce qu'on doit bouger dans le cadre ou est-ce qu'on doit faire bouger le cadre? La formule est connue, hein. ou hors du cadre. Oui, mais bon, on parle d'institution ici. Donc le cadre, c'est celui de l'institution. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait bouger ce cadre-là? Moi, je ne dis pas qu'elle ne bouge pas. Pardon? Les institutions peuvent être... C'est ça. Ou pas. Donc moi je ne dis pas qu'elle ne bouge pas, parce qu'on peut tous observer qu'elle bouge, et qu'elle bouge, donc elle est vivante déjà, et qu'elle bouge beaucoup, mais en tout cas, ce vers quoi elle bouge n'est pas toujours perçu très clairement. L'horizon n'est pas toujours... Alors je ne sais pas s'il est bien ou mal défini, en tout cas, il n'est sans doute pas assez lisible pour constituer un cadre d'initiative, d'invention et d'innovation. Et je crois que ça s'entend bien hein, aussi dans tout ce qui a été discuté ce matin. Donc là, c'est la question toujours classique de l'articulation entre, je dirais, l'ingénierie éducative ou pédagogique et la dimension politique. Ça, j'ai déjà évoqué. Alors, d'autres choses qui m'ont frappé, je change un peu de sujet, mais tout est relié, bien sûr. C'est une question aussi qui est apparue en creux, mais comme elle apparaît en creux ou en plein depuis, j'allais dire depuis 30 ans, parce que moi je m'y intéresse depuis 30 ans, mais sans doute depuis plus longtemps, et pas que par rapport aux techniques numériques, c'est la question de la prise en compte ou pas, de l'apparition ou de la disparition de la préoccupation de la technique.
On entend souvent, bon, au fond, la technique, c'est pas ça qui est important. Hein. D'ailleurs, il ne s'agit pas de technique numérique, ici, il s'agit de telles questions pédagogiques, éducatives ou autres. Et pourtant, on sent bien que, au minimum, la technique est une condition nécessaire. Vous l'avez dit, question sur les réseaux, etc. Je peux donner un témoignage décalé à l'université qui surprend beaucoup de personnes quand on le dit. Donc moi j'ai une fonction dans mon université de vice-président numérique. Je travaille sur les infrastructures, réseaux, données, calcul. Eh bien, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que beaucoup d'universités en France sont dans une situation de réseau qui fait qu'on prend des décisions de fermer les bornes, fermer le Wi-Fi des établissements, parce que lorsqu'il est ouvert, l'usage qui en est fait par les personnels et les étudiants sature totalement la bande passante, et pourtant on a des niveaux de connectivité qui ne sont pas ceux des établissements scolaires. J'ai une université de ma région, qui n'est pas la mienne, moi je suis à Poitiers, mais une autre dans ma région Nouvelle-Aquitaine. Ils ont pris cette décision à certains moments, il n'y a plus de Wi-Fi pour les étudiants. Alors j'en vois un qui dirait c'est pas grave, ils ont de la 4G, parce qu'il a déjà dit l'année dernière, mais bon, voilà, en tout cas, c'est une situation de fait. Donc la technique, elle est au moins importante pour ça. On l'a vu avec le biode, il y a des questions techniques qui sont derrière, je n'ai pas le temps de les détailler. Et puis on l'a vu aussi d'une autre façon, c'est que la technique quand même, elle offre d'autres potentialités, d'autres possibilités. On l'a vu par exemple pour l'évaluation. Et donc on ne doit pas, je crois, avoir un regard très méprisant, qu'on a parfois nous tous, les pédagogues, sur la technique, mais au contraire, y être très attentif, mais en lui donnant la place qui lui revient, pas davantage, mais lui donner quand même. Et puis un autre point qui va peut-être aussi... non pas répondre, mais un peu quand même à une remarque récurrente ici et ailleurs de M. Bocquet sur le numérique, sur le mot numérique, on a fait une étude, ça vient un peu en écho à ce qui a été dit, et qui montre qu'il y a une disparition du mot et des concepts qui lui sont associés, du mot numérique et des concepts qui peuvent lui être associés, disparition de cela dans les représentations des jeunes. C'est-à-dire on a fait la même étude à 10 ans d'écart, 10 ans d'intervalle. Il y a 10 ans, quand on cherchait à connaître les représentations que les jeunes, les adolescents, disons collégiens, lycéens, pour faire rapide, avaient de leur vie personnelle et de leur vie scolaire, qui est quand même aussi une partie de leur vie personnelle, le numérique apparaissait toujours. Et bien là, il n'apparaît presque jamais. Et c'est quand même un témoignage très fort du fait que le numérique est multidimensionnel, multiforme. C'est pourquoi je crois qu'on se laisse entraîner dans cette facilité de langage, mais qui veut dire quelque chose, parce que, pour reprendre un chercheur ancien, mort et disparu, mais quand même très très important, Marcel Mauss, on peut dire que le numérique est un fait social total. Et que ça fait écho aussi à ce qu'a dit Claude, à son interrogation. C'est comme une transformation. Tu n'as pas réussi, je crois, à faire dire peut-être ce que tu voulais faire dire à certains d'entre nous dans la dernière question, c'est-à-dire que les élèves, il y a une continuité entre les différents espaces-temps de la vie de l'élève, de la vie de la personne, et qu'il y avait de la perméabilité entre tout cela, et que lorsque l'élève il arrive avec un smartphone dans sa poche, il n'arrive pas qu'avec le smartphone, mais avec tout ce qui va avec, qui est d'ordre culturel et qui est d'ordre de positionnement personnel par rapport à son environnement et à ce qu'il peut faire dans son environnement. Et ça apparaît aussi très fortement, mais plutôt en creux, c'est-à-dire qu'on n'en a pas parlé. Or, c'est peut-être là, quand même, l'élément le plus important comme moteur et comme résultat des renouvellements des pratiques pédagogiques. Et je voulais terminer sur ce point-là. Bien, merci beaucoup à Jean-François pour cet exercice et puis à chacun des participants de cette table ronde. Donc on va devoir s'arrêter parce qu'on a bien sûr dépassé comme il se doit, mais on avait démarré en retard, donc on avait un petit crédit temps. De 5 minutes, mais oui, mais bon, moi j'essaie de tenir l'heure. Merci de vos participations. Donc bien sûr, vous avez pu noter tous les contacts des uns et des autres. Ils sont tous encore là, au moins aujourd'hui, peut-être encore ce soir et demain matin. Donc n'hésitez pas à continuer à échanger. Et on s'est engagé à donner un certain nombre de liens et de références à Caroline. Donc vous retrouverez tout ça sur le site de Ludovia.